Cette année marque la première année où l'éducation nationale instaure un bac de maths pour les premières, que ce soit bac technologique, général avec spécialité et sans spécialité. Tout le monde est touché. Pour les gens rentrant en première, comme peut-être toi, ça veut dire des cours en maths qui vont t'embêter toute l'année, que tu sois en spécialité ou pas, la pression d'un bac de maths à la fin de l'année, le niveau général de la classe qui va monter et la moyenne de la classe plus difficile à atteindre. Pourtant, même avec toutes ces statistiques, probabilités qui sont montées et qui vont contre ta réussite, moi, j'ai de l'espoir pour toi. Sache que moi, j'ai une seconde assez compliquée. Et j'ai pas eu les résultats que je voulais et c'était tout était dur pour moi. Pourtant, dès que la première commençait, j'ai eu un gros coup de boost et tout a changé. J'ai eu les résultats que je voulais, j'ai eu la vie sociale que je voulais. À l'époque, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et c'est exactement ce que je souhaite pour toi. Si tu regardes cette vidéo, franchement, j'ai beaucoup d'espoir pour toi et c'est pour ça que je vais te donner des conseils pour réussir ta première. En tout cas en maths. Avant de tout balancer, je vais juste te demander de t'abonner et puis de mettre cette vidéo en plein écran. Ça te permettra de rester concentré sur ma voix, ma parole. Et ça te permettra de bien gérer toutes les informations que je vais dire. Et si tu veux aller plus loin avec ça, clique sur le premier lien dans la description. Ça t'emmènera vers une petite page où je vais te présenter quelque chose d'assez spécial. Premier point. Aie un bon mental en rentrant en première. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon mental ? Ça ne veut pas forcément dire le bon mental, discipline, se réveiller à 5h du matin tous les matins, douche froide et toute la routine. Ça veut pas dire ça, ça veut surtout dire avoir des bonnes pensées dans sa tête. Dans sa tête, on a deux types de pensées différentes. On a les mauvaises et les bonnes. Les mauvaises, ça peut être « Ah, elle se contrôle, j'ai pas envie de le faire, il va être dur et je pense pas que je vais réussir. » La bonne mentalité va dire « Ce contrôle va être dur, mais je vais trouver un moyen pour y arriver. » Le bon mental, il trouve toujours un moyen, une mentalité à avoir, des pensées pour pouvoir réussir ou en tout cas t'approcher à la réussite. Donc en rentrant en maths, la prochain cours de maths, je veux que tu rentres en disant à toi-même « Bon, ce cours-là, je vais le réussir. » Ensuite, avoir un bon mental, c'est accepter quelques vérités que je veux dire. Première vérité. L'année va être compliquée en maths. Que tu sois en filière avec ou sans spécialité, ça va être compliqué. Pourtant, ça va pas être impossible. Donc, il suffit juste de jouer le long terme, le long jeu, un peu comme un marathon, y aller au fur et à mesure. Il suffit juste de faire ça, de tenir le rythme, et la réussite est assurée. Ensuite, deuxième vérité, une mauvaise note n'est pas la fin du monde. Une mauvaise note peut très bien être recouverte par d'autres bonnes notes. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des profs font des DM, c'est pour monter les moyennes. Comme ça, si jamais tu tapes un 9 au DS, mais que tu as un 18 au DM, au moins ça pourra monter un peu, même si c'est pas grand chose. Ensuite, troisième vérité, à partir de la première, la qualité et la quantité de travail fourni pour les maths vont déterminer ta moyenne plus que n'importe laquelle année avant. Dans la majorité des années précédentes, que ce soit la seconde, la troisième, peu importe, tu pouvais généralement t'en sortir avec un peu d'intuition, un peu de logique. Bon, hop, c'est bon, ça passe. Mais à partir de la première, c'est là où ça commence à se compliquer. L'intuition n'est plus suffisant. Et c'est pour ça que la quantité de travail fournie va être indispensable pour réussir. Quelque chose que moi je trouve aide à garder un bon mental, c'est de trouver un ami auquel on peut
se confier. On peut dire, bon, moi j'ai envie de réussir. Viens, on réussit ensemble. Cet ami va, en tout cas en théorie, va vouloir réussir aussi et va te pousser vers le haut en même temps que tu lui pousses vers le haut. Si tu fais comme ça fait un espèce de cycle où il y en a un qui pousse l'autre vers le haut et l'autre qui monte le premier vers le haut. Et vous deux, vous montez très vite. Bien plus vite que si tu étais que seul. Et en plus, tout simplement, ça rend l'année beaucoup plus agréable. Ensuite, quelque chose qui dérive du mental, mais qui est un peu différent. Optimise les DS. Qu'est-ce que ça veut dire? En maths, généralement, il y a 2 ou 3 types de notes. Il y a les DM, les DS, donc les devoirs surveillés, les 2 heures en salle de devoirs. Et puis les petits interros en cours. Moi, je te propose de optimiser le deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire l'optimiser? Quand tu révises, tu vas vouloir réviser pour réussir le DS. Ça ne veut pas dire négliger les autres, mais quand tu révises, tu vas avoir l'idée en tête, ok, ça c'est pas forcément pour réussir le DM, ça peut être bien, mais moi surtout j'ai envie de réussir le DS, j'ai envie de réviser et avoir demain ou peu importe quand, au prochain DS, je veux avoir 16, 17, 18. C'est ça que je veux. L'interro, ça passera après. Le DM, ça passera après. On verra bien. Mais le DS, c'est le plus important. Pourquoi faire ça? Alors déjà, au niveau purement pour les notes, les DS ont un plus grand coefficient que le reste. Ça, c'est un peu général, un peu global partout. Deuxième point, ça peut paraître peut-être un peu superficiel, mais avoir une bonne note DS impressionne les autres. Alors en plus d'avoir sa fierté personnelle, ouais, j'ai eu je sais pas combien, oui, j'ai eu 18. Si jamais quelqu'un a 18, il y a la majorité des personnes autour qui vont lui regarder. Ah ouais, il est chaud lui. Ah, il est chaud Louis, putain. Et ça déjà, si tout le monde dans la classe regarde le gars en disant bon, Louis, il est chaud lui, ça va lui monter sa confiance. C'est clair. Nous, en tant qu'humains, on aime bien quand les gens autour nous apprécient ou qui nous complimentent. C'est assez primitif. Si toi, tu es à cette place où c'est toi qui as les bonnes notes, c'est toi l'intello, bah forcément, les gens vont te voir un peu plus comme un intello et vont plus, même te donner plus de respect. Plus de... Ah ouais, lui, il est chaud. Lui, il y arrive bien. Je sais pas comment il fait. Peut-être je vais lui demander des conseils. Peut-être il va bien vouloir m'aider. Peut-être la prochaine fois, il y aura la bonne réponse. Et intuitivement, au prochain DS, au prochain je sais pas quoi, peu importe, au prochain truc noté, tu vas plus avoir des bonnes notes. C'est un peu comme sur un jeu où si tu perds une fois, tu risques de perdre une deuxième fois, une troisième fois. Alors que si tu gagnes et que tu mets un peu la confiance, tu vas sûrement pouvoir gagner la prochaine. Et la prochaine. Et la prochaine. C'est comme ça que les gens finissent sur les jeux vidéo avec des win streaks de 10-15. Juste cette chaîne de ah, j'ai gagné une fois, je peux le refaire. Et en boucle. Et en boucle. En tout cas, tant que la chaîne continue. Ensuite, prochain point. Les DS préparent mieux. Non, réviser pour les DS prépare mieux pour les DS et les DM que réviser pour les DM. Pourquoi? Les DS, généralement, c'est des grands sujets, plutôt plus grands que les DM, et généralement sont plus complets. Les DM, vu qu'ils sont assez petits, et vu que toi, tu es logiquement en première, les DM vont pas être très variés. Ça va quasiment toujours être des questions plutôt type, où il faut juste étudier une pauvre fonction qui a déjà été vue en cours, ou peut-être faire des petites conjectures. Alors que le DS, il va avoir ça, mais pour combler les 2 heures de devoir surveiller, il va avoir aussi d'autres choses. Et ça va être bien plus compliqué, bien plus approfondi. Donc si tu révises pour les DS, ce qui va se passer, c'est que en révisant pour les DS, tu vas aussi te préparer pour les DM. Alors que si tu prépares juste pour les DM, tu vas pas forcément bien réussir le DS.
Autrement dit, préparer le DS prépare pour tout. Ensuite, je vais parler de un dernier truc que tu peux sûrement mettre en place dès maintenant. C'est que pour les maths, à tout prix, sauf à dernier recours, arrête d'utiliser ChatGPT. ChatGPT, c'est le antithèse de les maths, en tout cas au lycée. Déjà, c'est mauvais au long terme. Pourquoi ? ChatGPT va directement donner les réponses avec des petites explications. Bon, voilà, c'est cool, on comprend. Ah, waouh, j'ai compris le cours maintenant. Ouh, j'ai compris la correction. C'est cool, mais premièrement, les élèves, dont moi, par exemple, aiment bien juste lire une correction, et puis c'est tout. Moi, personnellement, j'ai vu ça plein de fois, où moi, j'étais en train de lire une leçon, et bon, il y a le théorème, je sais pas quoi, puis la démonstration, et puis la démonstration, je la lis vite fait, et puis je la saute. Hop, voilà. Ou peut-être la correction en exercice, je vais le regarder, je me dis, ah ouais, putain, c'est comme ça qu'il fallait faire. Et après, je vais continuer à lire, et la correction, j'ai sûrement déjà oublié. Moi, je pense l'avoir compris. Et j'ai dû sûrement le comprendre sur le moment. Mais il y a une différence entre comprendre ce qu'on lit et de pouvoir le refaire. Donc ChatGPT donne l'opportunité sur une assiette dorée de lire quelque chose vite fait et puis de s'en débarrasser. Aussi, ChatGPT nous apprend que être bloqué sur un exercice, c'est pas forcément bien. Disons que nous, en tant qu'humains, on va vouloir aller chercher la réponse à la question de maths. Bon, jusqu'à là, assez logique. Et ChatGPT va nous le donner. Surtout pour des exercices niveau première qui sont déjà beaucoup faits sur Internet et en plus sont pas les plus compliqués. On peut très facilement en trouver des bien plus durs. Si tu me crois pas, va voir des sites de prépa. C'est pas compliqué d'en trouver. Mais pourtant, se bloquer son exercice, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bloquer son exercice, c'est très bien. Je vais prendre un exemple. Imagine, tu es bloqué 1 heure sur un exercice. Pour une pauvre question, 1 heure, t'y arrives pas. Bah déjà, entre moi et toi, on va pas se mentir. Au bout de 5 minutes, c'est déjà ChatGPT et hop, c'est fini. Mais imaginons dans un monde parallèle, dans lequel, je sais pas, il n'y a plus d'internet, voilà, il y a plus. En tout cas, la co a coupé, voilà. Tu peux pas utiliser ChatGPT, t'as le DM à rendre pour demain, tu es bloqué sur un exercice pendant 1 heure. C'est pas forcément une mauvaise chose. Être bloqué sur un exercice, le moment où tu te débloques, ce qui va se passer, c'est que cet exercice, tu vas avoir dans ta tête à vie. Cet exercice, tu vas jamais l'oublier. Cet exercice, si tu es en première et qu'après tu vas passer en terminale avec la spécialité maths, ce qui va se passer, c'est qu'en terminale, tu vas jamais te rater cet exercice, plus jamais. Alors qu'avec ChatGPT, si tu as regardé au bout de quelques minutes parce que tu n'y arrivais pas d'un coup, en quelques millisecondes à trouver la réponse, bah ChatGPT va le donner. Très bien, tu vas recopier ce qui est écrit ChatGPT, et puis voilà, fini. Sauf que le problème, c'est que ça marche pas forcément comme ça à apprendre. Et que cet exercice, qui t'aurait pas posé de problème en terminale, va tout gâcher. Ça va... Promis, ça t'enlève au moins 2 points sur un DS en terminale en ce cas-là. Et même si tu passes pas en terminale SP maths, moins 2 au bac de maths, promis. C'est à chaque fois les petites choses qu'on rate, les petits trous d'informations qu'on a, qui démolissent tout et qui au final sont très problématiques plus tard. Ne pas utiliser ChatGPT nous force à rester dans ce mode de bloquer, à réfléchir. Et au pire, si jamais tu n'y arrives pas, cherche l'exercice sur internet, au moins le taper, peut-être copier-coller, aller dans les sites web, aller chercher dans les forums, aller regarder. Au moins c'est déjà ça. Et au pire, demander à quelqu'un de plus expérimenté. J'en suis sûr que tu connais au moins un, c'est le prof. En général, les profs sont contents de donner au moins des explications de comment réussir une question.
Même si c'est un DM et que, bon, c'est noté et tout, la majorité des profs vont au moins être... Si tu leur dis, bon, j'y arrive pas, ça fait 1 heure que je suis bloqué dessus depuis hier, ils vont au moins t'aider. Et même si c'est pas ce prof, peut-être un autre prof. Ou peut-être trouver un élève un peu plus ancien. Si t'as un frère qui est dans le supérieur, ou si tu connais un copain qui son frère est en terminale avec spécialité maths, ou autre. Dans tous les cas, il y a moyen de trouver quelqu'un pour t'aider. Mais en tout cas, ne pas utiliser n'importe qui, sauf ChatGPT. Aussi, ChatGPT, pour cette raison, n'optimise pas la révision des DS. C'est bien de ça que ça découle, l'idée de te bloquer, parce qu'en DS, c'est une question compliquée, tu n'y arrives pas, bah forcément tu bloques. Et c'est pas une mauvaise chose. Sauf que si tu passes ton année à utiliser ChatGPT dans les DM à chaque fois que ça bloque, et puis au DS, il n'y a pas de ChatGPT. Ça marche pas. Après, tu peux risquer de tricher, prendre le téléphone en discret, taper un truc. Ça marche. La technique de mettre le téléphone derrière la trousse, tout le monde la connaît. Mais c'est pas pour ça que tu vas réussir. Alors que si tu n'avais pas utilisé ChatGPT et que tu t'habituais à bloquer, à vraiment réfléchir, à donner le tout pour y répondre, et une petite chance, pas garantie, mais une chance que ça va se débloquer. Et si ça se débloque, là, il y a tout qui défile. À chaque fois, c'est une petite question qui bloque, et puis le reste, tout, ça passe tout seul. Je parle d'expérience. À chaque fois que moi j'ai une question qui bloquait, pendant un DS, c'était une question qui bloquait. Pas plusieurs. À la rigueur, dans 2 exercices séparés. Dans des contextes totalement différents. Mais après cette question qui bloque, toutes les autres questions deviennent super simples. Donc ChatGPT ne va pas t'aider pour réussir le DS. Et si tu es convaincu de ce que je dis depuis optimiser le DS, tu vas bien comprendre que vaudrait mieux éviter d'utiliser ChatGPT. En plus, tout le monde utilise ChatGPT. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ChatGPT n'est pas forcément une bonne chose à utiliser en spé maths. En maths tout court. Donc si tu n'utilises pas ChatGPT, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un avantage par rapport à tout le monde. Sauf peut-être un gars il y a sa mère qui veut pas qu'il utilise ChatGPT. Bon, allez, admettons, une personne. T'as l'avantage contre 29 personnes sur 30. Et c'est énorme. Je peux revenir au point d'avant, mais être avantagé par rapport à tout le monde est un bonus monumental. Ça te permet d'avoir des meilleures notes. Surtout, ça te permet de, en tout cas, être plus haut que la moyenne de la classe. Et même si c'est pas pour les « waouh, il est chaud » des personnes dans ta classe, peut-être même tes parents seront plus fiers. Toi, tu seras plus fier de toi. Si tu as eu 12 et que la moyenne est à 6, ah ouais, ça va, bien réussi. Utiliser ChatGPT rend... Si tu n'utilises pas ChatGPT, tu n'auras pas ce problème de DS, de être bloqué, ne pas pouvoir t'en sortir. Utiliser pas ChatGPT veut dire monter sa moyenne. En tout cas, ça c'est ce que j'avais à dire. Si tu suis tous ces conseils à la lettre, je te promets que à la fin de l'année, tu vas avoir plus 4-5 points sur ta moyenne par rapport à si tu n'avais pas suivi tous ces conseils. Après, bien sûr, si tu commences à 17, ça va être un peu compliqué de monter à 22. Mais si tu commences à, par exemple, 8 de moyenne, tu peux très facilement atteindre les 13-14 de moyenne juste avec ces conseils. Moi, j'y crois. Merci d'avoir écouté. À bientôt.